Ok. Parfait. Alors, masterclass sur les compétences interculturelles. Donc, dans ces masterclass, je voulais faire quelque chose sur les compétences interculturelles. Parce que c'est une dimension qui est quand même importante dans le monde du travail aujourd'hui, évidemment, parce qu'on est de plus en plus impliqués dans des relations interculturelles. Hein. Il y a une accélération aussi des échanges, des partenaires. On a des partenaires, des clients, des fournisseurs, les entreprises sont rachetées, etc. On voyage aussi pas mal, même si là, on était en pandémie, on ne pouvait pas voyager. Mais il y a quand même une accélération des interactions culturelles dans le monde. On a intérêt à bien connaître quand même et à bien développer les compétences interculturelles parce qu'on va être amené de plus en plus à rencontrer des gens et à interagir, à travailler, à vivre avec des gens de cultures différentes. Au centre du cercle, vous voyez, on a travaillé à l'étranger. Ensuite, vous avez la dimension de management interculturel. Là, on n'est pas seulement en interaction, on doit aussi faire travailler une équipe. On doit aussi les engager. On doit aussi les amener à avoir une même compréhension d'une situation, d'un process, travailler ensemble avec les différentes perceptions. Et donc, on doit les faire travailler ensemble. Ensuite, vous avez pour les entreprises la notion de marketing interculturel. Travailler sur comment je vends mes services, comment je vends mes produits. Comment je travaille avec les clients du pays. Eux ne vont pas acheter de la même façon. Ils n'attendent pas la même relation, ils n'attendent pas les mêmes informations. Ce n'est pas forcément le même rythme. Et puis après, vous avez des problèmes de sécurité, de risque. Alors là, on tombe dans le juridique, dans les lois internationales, dans ce que les entreprises peuvent faire ou pas, dans là où ils sont condamnés ou pas parce qu'ils ne rentrent pas, ils n'ont pas les bons codes éthiques, déontologiques, les bonnes règles, etc. Où ils se font piquer, enlever leurs ingénieurs quand on est dans le pétrole en Algérie, où ils se font... Voilà. Donc, après, il y a des problèmes de sécurité et de risque. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence culturelle. C'est un champ d'études très important. Mais nous, on est plutôt dans ce petit cœur violet et bleu, les deux cercles du centre. C'est vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Hein, je travaille qu'avec des individus. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça. Comment on vit et on travaille à l'étranger et comment on fait équipe avec les gens autour de nous. À l'international, donc ou en interculturel, si on travaille avec une équipe interculturelle en France, ça peut arriver aussi, à Paris, à Bordeaux, n'importe où. On peut, sans bouger de chez soi, travailler dans un contexte interculturel. Donc, on reste vraiment dans cette partie-là. On va parler beaucoup du domaine professionnel. L'interculturel, c'est extrêmement riche. Pas mal d'entre vous peuvent en témoigner. Mais il peut y avoir aussi beaucoup de difficultés d'incompréhension. Parce que dans la réalité, une fois qu'on a compris les différences, une fois qu'on a vu les différences entre les Néerlandais, les Français, les Brésiliens et les Néerlandais, etc., une fois qu'on a un petit peu étudié ça, comment on fait dans la réalité ? J'ai accompagné une femme qui travaillait en Allemagne, une Française qui était partie en Allemagne, qui me disait pendant 1 an, j'avais l'impression que je devenais folle et que j'étais débile. Ils ne comprenaient pas ce que je leur demandais. Ils ne comprenaient pas ce que je leur disais. Jusqu'au moment où quelqu'un dans l'organisation lui a dit « Mais tu ne leur parles pas de la bonne façon. C'est juste un problème de communication. C'est juste un problème de mots et c'est juste un problème de formalisation de ce que tu leur demandes. » Et tant que ce ne sera pas, on fait la réunion, on dit clairement ce qu'on attend, on le met par écrit tout de suite, on le valide par mail derrière, il n'y a pas de demande et donc ils ne font rien. Ça, c'est des anecdotes que j'avais issues de Erin Meyer, de Culture Map, un manager mexicain qui arrive à Amsterdam, qui lui est très habitué à avoir une culture managériale très hiérarchique. Donc le chef parle, les équipes exécutent. Et quand il est arrivé aux Pays-Bas, en fait, ces équipes remettaient en question en permanence ce qu'il disait. On lui répondait, les gens n'étaient pas d'accord, enfin, tout le monde donnait son avis. Je crois que c'est la CFO de Heineken, d'ailleurs, qui est une Française, qui disait, moi, quand je suis arrivée, j'ai commencé les premières réunions aux Pays-Bas, j'avais l'impression qu'on n'allait jamais y arriver. Parce que tout le monde donne son avis, parce que personne n'est d'accord. Et puis elle disait, finalement, petit à petit, on tire le fil. Petit à petit, on voit les points communs. Petit à petit, on voit sur quoi on peut s'accrocher. Et une fois que tout le monde est d'accord et engagé, une fois qu'on a réussi à faire consensus, par contre, tout se déroule super bien. Tout se fait sans problème. Alors qu'en France, on fait la première réunion, on présente le projet.
personne ne dit rien, tout le monde est d'accord. C'est génial, on se dit formidable, ça va marcher du feu de Dieu, ça va être impeccable. Et en fait, elle est derrière, on se rend compte qu'il y a plein de résistances, il y a plein de blocages, les gens qui sortent, on a tous vécu ça, les gens qui sortent de réunion en disant ouais, j'ai dit ça, mais alors elle n'y connaît rien, on ne va pas faire comme ça. Alors que rien ne s'est dit en face. Donc voilà, c'est là où les différences culturelles peuvent être, si elles ne sont pas comprises et gérées, peuvent être vraiment très, très difficiles. Et une Française aussi qui donnait cette anecdote-là, une Française qui a été embauchée aux États-Unis, qui avait eu un feedback, un entretien avec son N+1, feedback, où lui disait vraiment c'est bien, bravo, c'est super, mais là il faudrait vraiment améliorer tel point. Et elle était contente, c'était le meilleur feedback qu'elle avait eu de toute sa carrière. Elle était hyper heureuse. Elle était heureuse d'être partie en expatriation à l'étranger. Elle était heureuse de son job. Elle était pleine d'énergie et elle avait un super feedback, le meilleur qu'elle ait jamais eu de sa vie. Sauf que 3 mois après, elle a compris et on est venu lui traduire le fait qu'elle était au bord de se faire virer parce que ça n'allait pas du tout. Et ce qu'on lui disait à la fin du feedback, gentiment, doucement, en lui disant « ce serait bien que tu fasses attention avec tes équipes ». Ce qu'elle pensait être vraiment à la marge, en fait, était centrale pour les Américains et elle était à 2 doigts de créer une vraie crise et de se faire virer. Donc ça, c'est une question de feedback négatif direct ou feedback négatif indirect, on en reparlera après, mais vous voyez que ça peut avoir aussi un impact très fort sur nos vies, nos carrières, sans même qu'on s'en rende compte, sans même qu'on comprenne ce qui se passe. Et il y a quand même 40% d'échecs sur les expatriations, c'est-à-dire des expatriations qui sont avortées avant la fin, les gens sont rapatriés avant la fin de la mission prévue, ou alors des missions qui ne sont pas abouties. Moi, j'avais rencontré quelqu'un dans la banque quand je suis arrivée à La Haye, justement, qui m'avait dit moi, je viens d'arriver, j'ai repris une équipe, mais en fait, ils comprennent rien, ils ne travaillent pas du tout comme nous, donc je laisse tomber, c'est pas la peine. Et je lui dis, mais du coup, tu vas faire quoi? Il me dit, je vais attendre le prochain poste. Et je lui dis, mais il est quand le prochain poste? Il est dans 3 ans. Et donc, on se dit, qu'est-ce qui va se passer pendant 3 ans? Donc, c'est vraiment des choses à prendre à bras le corps. Donc, posez-vous cette question. Quels sont les enjeux interculturels dans votre contexte? Où sont vos interactions interculturelles, multiculturelles? Est-ce que vous avez une équipe multiculturelle? Est-ce que vous travaillez avec des prestataires, des fournisseurs, des clients dans le monde entier? Si vous êtes expatrié, alors vous pouvez être beaucoup en contact avec des Français, hein. Vous pouvez être aussi beaucoup en contact avec des gens du pays ou des internationaux. Il y a vraiment plusieurs catégories d'expats. Moi, j'en ai rencontré qui sont beaucoup avec des internationaux parce qu'on se considère comme expat multiculturel international et qu'on va autant interagir avec on se retrouve plus d'affinité finalement avec un Italien, un Qatari, un Espagnol ou un Suédois en tant qu'international déraciné qu'avec un Français qui est resté en France. Donc, vous pouvez avoir plusieurs niveaux d'interaction personnelle, professionnelle et plusieurs niveaux d'interaction interculturelle, soit très mélangés, très ouverts, avec vraiment des internationaux, soit avec les gens du pays dans lequel vous vivez. C'est intéressant de se poser la question. Quand moi, j'accompagne les clients sur cette dimension interculturelle, je l'ai fait la semaine dernière avec un manager qui part en Norvège. Et donc, il interagit essentiellement avec des Suédois, Danois, Norvégiens. Donc, c'est très canalisé, c'est très réduit comme interaction interculturelle. Il va être le seul Français dans ce poste-là. Mais j'ai accompagné des gens de chez Schneider l'année dernière où il y avait sur une équipe de 24, il y avait 13 nationalités. Donc, il y avait des gens du monde entier et qui étaient d'ailleurs chacun dans leur pays. Et le manager de l'équipe était à Paris. Et donc, ils travaillaient tous ensemble. Et lui manageait une équipe de 23 personnes avec 13 nationalités, avec la difficulté supplémentaire de la distance. Donc, il faut vraiment aller pouvoir décoder des choses aussi dans les emails, dans les messages, dans ce qu'on peut voir éventuellement de l'image. Ok, donc posez-vous cette question, vous, de quels sont les enjeux interculturels dans votre contexte. Et même quand on va partir du pays et qu'on va rentrer en France, il risque d'y avoir des enjeux interculturels aussi en France.
parce qu'on rentre pas comme on est parti, parce qu'on redevient pas uniquement française quand on rentre en France, et qu'à un moment donné, on garde aussi cette appétence pour l'interculturel, pour une ouverture sur d'autres façons de voir, etc. Et qu'on rentre pas forcément complètement dans nos anciens réseaux. On va peut-être chercher des réseaux aussi, vous verrez bien, plus internationaux, mais en tout cas, les interactions continuent. Moi, j'ai une réflexion, Isabelle. Oui, C'est que je pense que ça dépend beaucoup de ton interlocuteur aussi. bien sûr. Par exemple, moi, j'évolue dans deux milieux interculturels complètement différents. Un qui va être mon travail, où en effet, on est 90 et je crois qu'il y a 35 nationalités. Mhm. Donc, Du très coup, tout le monde. culturel. Ouais, voilà. Mais du coup, tout le monde sait qu'il travaille avec des gens différents. Donc, je pense que tout le monde fait un peu attention ou essaye de s'adapter ou essaye d'être dans un truc un peu mainstream, de pas avoir trop de sous-entendus. Enfin, je pense que tout le monde fait un pas vers l'autre. Et Ouais. de l'autre côté, j'habite aux Pays-Bas. Là, c'est à moi de faire l'effort parce que le Hollandais qui vit dans son pays à lui, il a pas. Alors, il fait de l'effort de parler en anglais déjà, mais le reste, il vit dans sa propre culture. Donc, du coup, ça dépend beaucoup de avec qui tu interagis et comment eux se positionnent par rapport à cette Ouais. un- à être interculturel. Oui, tout à fait. La démarche va pas être la même. Enfin, la démarche va être la même. Mais effectivement, la réponse qui est en face va pas être la même. Euh, Ça va être plus facile en entreprise parce que c'est multiculturel. Tu vois, c'est cette équipe de Schneider que j'ai accompagnée sur l'interculturel l'année dernière. Quand je suis arrivée, le patron m'a dit, bon, on sait bien qu'on fasse de l'interculturel parce qu'on voit bien qu'il y a des tensions. L'espagnol ne se parle plus avec le mexicain. Enfin, il y avait des choses qui étaient un peu difficiles. Il disait, je pense qu'il y a quand même un fond culturel, un fond de problématiques culturelles, etc. Mais en même temps, je veux pas de clichés. Hein. Je veux pas qu'on dise le russe il est comme ça, le mexicain il est comme ça, parce que ça, c'est pas intéressant. Nous, on est tous Schneider. Donc, il y a une culture d'entreprise. Donc, en fait, il n'y a pas de problème. Tu vois, donc il y a une forme aussi de on se dit, bon, on sait qu'on est tous de nationalité étrangère. Effectivement, on fait attention à ne pas blesser, à pas. Mais si on ne va pas plus loin, on risque de réduire en fait le champ des possibilités, le champ des échanges, le champ des découvertes, le champ des partages. On se parle correctement, on se respecte, on s'estime, on ne se blesse pas, on considère qu'effectivement chacun réagit différemment, mais on ne veut pas aller plus loin. Et souvent dans les grandes organisations, c'est un peu le problème. On se dit qu'il y a une culture d'organisation, une culture d'entreprise, des fonctionnements, des process qui sont les mêmes dans tous les pays. Et du coup, c'est pas la peine d'aller trop loin, ce serait un peu dangereux. Et c'est vrai que ce serait peut-être un peu dangereux, un peu risqué. C'est toujours le problème aussi entre jusqu'où on va en entreprise, dans le milieu professionnel, sur la vie privée des gens, sur leur personnalité, sur leur identité. Quand tu interagis avec des Néerlandais, c'est ta vie privée. Et donc là, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de RH, il n'y a plus Mhm. de règlement d'entreprise. C'est chacun fait ce qu'il veut avec son individualité, avec sa personnalité, avec. Et on y reviendra, mais c'est aussi c'est là où peut intervenir aussi l'arrogance. Hein. On dit il y a beaucoup de en interculturel, on parle souvent d'arrogance. Les Français sont très arrogants, telle nationalité est très arrogante. Et en fait, l'arrogance, à mon sens, hein, c'est souvent une suraffirmation de ses propres valeurs, de ses propres convictions, de sa propre culture, pour la défendre finalement. Mais en même temps, cette confrontation-là, c'est celle qui t'apporte sûrement le plus au niveau culturel. C'est-à-dire que là, tu te rends compte vraiment des différences. Tu vois ce qui se joue dans les perceptions, dans les valeurs, la réflexion sur la vie, etc. Tu es tout de suite confronté à ça. La culture d'entreprise, elle protège, mais elle masque aussi. Mhm. Tu vois, je disais là où les cultures, parce qu'il y a des cultures géographiques, évidemment, il y a des cultures nationales aussi. Là, les cultures nationales ne sont pas toujours les mêmes que les cultures régionales, les cultures géographiques. Il peut y avoir des différences même au sein d'un pays, des différences de culture au sein d'un même pays. Il y a des différences de culture organisationnelle, de structure entre une start-up et une très grande multinationale. Ce n'est pas du tout la même culture organisationnelle. Et les gens qui travaillent dans des grandes entreprises internationales peuvent passer de l'une à l'autre. On peut imaginer que tu puisses passer de L'Oréal à Danone, à Total, tu vois, avec la culture organisationnelle sera assez proche.
Alors que si tu vas travailler dans une petite coopérative de boulanger qui est vraiment structurée très différente, ça va pas être du tout les mêmes repères, les mêmes fonctionnements, les mêmes façons de communiquer, etc. Il y a des cultures professionnelles entre les infirmières, les comptables, les avocats, les acteurs. Il y a des cultures aussi différentes qui sont vraiment sous-jacentes, qui sont non dites. Tout le monde dans cette culture, dans cette profession, les connaît ou les a apprises et c'est rentré dans le muscle et on le sait. Mais ça n'est pas forcément dit. Il y a les cultures aussi des communautés d'origine, des communautés religieuses. Et puis, il y a des cultures personnelles, parce que plus les gens bougent, plus les gens intègrent différentes cultures. Et quelqu'un qui est né au Ghana, qui a fait ses études au Canada, qui a commencé à travailler à Londres, et qui rentre et qui va en mission en Asie, forcément, il est imprégné aussi de toutes ces cultures-là. Donc, il y a une culture personnelle, puis il y a une culture de personnalité. En fonction de sa personnalité, on va finalement laisser tomber ou adhérer sur certains aspects plutôt que d'autres. Les différences de culture, c'est d'abord une différence de perception. On perçoit les choses, on perçoit la réalité, on perçoit le monde qui nous entoure de manière différente. Vous voyez, le coq en Thaïlande, c'est un animal de combat. Le coq en France, c'est un réveil matin. Quand on voit un coq, on ne pense pas combat et pari. Nous, naturellement, on a des schémas. On voit une image, on voit quelque chose, on entend un son, on sent une odeur et on l'interprète. Et ça, c'est lié à notre culture. C'est en fonction de nos expériences, c'est en fonction de ce qu'on nous a raconté, c'est en fonction de ce qu'on a vécu. Donc, on a une perception du monde, on a une interprétation de ce qu'on voit, ça crée des émotions et ça agit sur nos comportements. Donc, évidemment, ce qu'on voit, nous, des cultures, c'est la nourriture, c'est les loisirs, c'est les jeux. C'est ça qui marque la culture. C'est ce qu'on voit, d'accord? Alors, parfois, c'est déroutant. Les appetizers en Thaïlande, ça peut être un peu compliqué. Moi, je voyais en Thaïlande des petits animaux comme ça grillés. Et donc, sur le kiosque, dans le marché, ils avaient mis le prix pour prendre la photo. Parce que ça leur rapportait plus que les touristes prennent des photos du kiosque que de vendre les insectes, finalement. Les touristes n'achetaient pas les insectes, ils les prenaient en photo. Donc, ils faisaient payer la photo des insectes grillés. Ça peut être un peu déroutant, tout ça. Mais c'est des situations identiques qui sont perçues différemment en fonction de cette culture. Et effectivement, ce que je vous disais, un individu, plus il est bercé par différentes cultures, quelqu'un qui a vécu dans différentes cultures en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, etc., il va intégrer petit à petit. Lui, il va être habitué à tout ça. On s'ouvre en fait l'avantage de l'intérêt des différences culturelles et de s'imprégner des différences culturelles, c'est de pouvoir s'ouvrir à tout ça. Au bout d'un moment, tout ça a un sens pour nous. On peut percevoir un coq des deux côtés. On peut voir les deux. Vous savez, c'est l'image de cette vieille femme et de cette jeune femme. Vous vous souvenez de cette image qu'on travaille beaucoup en PNL? Soit on voit la jeune femme, soit on voit la vieille femme. Soit on voit le canard, soit on voit le lapin. Vous savez, on a souvent ces images là où il peut y avoir deux images qu'on voit. Finalement, au bout d'un moment, c'est très difficile de voir les deux en même temps. Mais au bout d'un moment, on sait qu'il y a les deux et on arrive à les voir les deux. Et ben, en interculturel, c'est pareil. Au bout d'un moment, vous arrivez à passer d'une culture à l'autre. C'est là l'adaptabilité, la flexibilité qu'on gagne avec l'interculturel. Et c'est d'ailleurs ce qui nous sert aussi au niveau managérial, au niveau professionnel. C'est qu'à un moment donné, plus on a cette flexibilité, cette adaptabilité de pouvoir percevoir les choses de manière différente et d'adapter en fonction du contexte, plus ça nous permet de réagir vite aux événements inconnus, incontrôlables qui arrivent dans nos milieux. Et les expatriés sont mieux préparés que d'autres à gérer les catastrophes, les événements imprévus qui arrivent, tout ce milieu VUCA dans lequel on navigue de plus en plus. Les interculturels, les internationaux et les expatriés sont mieux préparés pour ça. Je voulais vous partager une image sur les comportements. Là, vous voyez la file. Mm-hmm. Ok, ça de faire la queue, hein. Il n'y a rien de plus basique. Faire la queue devant une caisse, faire la queue devant une porte, faire la queue. D'accord? Ça, c'est un arrêt de bus en Finlande. Vous voyez, les gens sont à 5 mètres les uns des autres.
on garde la distance, on respecte la distance, chacun dans sa place. Et on s'installe comme ça, respectueusement à distance de 2 bras. C'était bien avant le Covid, donc ce n'était pas lié au Covid. Mais ça, c'est une queue en Finlande, par exemple. Chacun garde sa distance parce qu'on n'est pas tous à se mélanger. D'accord ? Ça, c'est une queue devant un musée en France. Alors déjà, on sent que c'est créatif. Hein ? Quelque chose de fluide, il y a quelque chose d'harmonieux, ça danse, ça se balade. Voilà, ça, c'est une queue en France. Ça, c'est une queue en Inde. Bah là, on y va à coups de bâton. Hein. Tout le monde, là, pour le coup, tout le monde est serré, comprimé. Il ne faut pas dépasser la ligne, mais ça peut être à coups de bâton. Ça, c'est une queue au Gabon. Moi, je faisais la queue comme ça quand j'allais à la caisse de sécurité sociale. Chacun vient, fait la queue, et met ses tongs, met ses chaussures dans la queue et va s'asseoir. Ça marche très bien. Vous voyez qu'il y a quand même une différence de comportement qui est liée aussi à la culture, aux habitudes, qui est liée à ce qu'on a appris. Donc, en fait, les différences culturelles, il y a ce qui est visible. Je vous disais, c'est les loisirs, c'est la cuisine, c'est la musique, comportement direct ou la façon de s'habiller. Et puis, en dessous, ça s'appuie, les différences culturelles, sur les valeurs, sur les croyances, sur ce qu'on a appris en famille, sur les études qu'on a fait, la formation, sur la religion, sur les connaissances, sur la politique. Sur les pairs dont on a été entouré, en fonction des groupes d'amis aussi avec lesquels on a grandi. Et tout ça, c'est la culture d'un individu. La culture d'un individu, elle est sous-tendue par toute cette partie immergée de l'iceberg. Et donc, c'est ça qu'il faut aller finalement accepter, comprendre. Donc, le premier prérequis en interculturel, la première chose pour développer ses compétences interculturelles, c'est d'accepter d'abord que les perceptions sont différentes, que les visions d'une situation sont différentes, qu'elles ont toutes la même valeur, qu'elles sont toutes acceptables. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'on va toutes les mettre sur la table, parce que sinon, ça deviendrait un bazar monstre. Si on part avec une équipe de 15 personnes et que chacun a sa perception, chacun a sa vision, chacun a sa culture, et se dit, bah, c'est comme ça, moi je vois comme ça, on ne va pas s'en sortir, on ne va pas pouvoir travailler ensemble. Donc, pour engager les personnes ensemble, il va falloir trouver le plus petit dénominateur commun, les points d'accord, les points d'intérêt aussi, parce que quand autour de la table, on fait le tour de la table et les réunions, moi souvent dans les équipes multiculturelles, je leur dis, au départ d'une réunion, quand vous avez un nouveau dossier, une situation, un problème avec un fournisseur, une situation particulière, commencez par un tour de table. Que le manager ne commence pas en disant, voilà, on a un problème, on a telle solution, on va faire ça, qu'est-ce que vous en pensez ? On ne part pas d'une solution, on part de la situation, elle est telle. Quelle réflexion ça vous inspire ? Qu'est-ce que vous voyez, vous ? Et du coup, chacun avec sa culture va pouvoir voir des choses différentes en fonction de ses limites, en fonction de ses propres peurs, en fonction de ses valeurs, en fonction de ce qui est important dans sa culture. Et vous allez pouvoir constater des choses très différentes et du coup voir des choses que vous n'auriez pas vues, vous, avec votre angle de culture personnelle, individuelle. Donc, c'est toujours très intéressant sur un sujet précis, de faire parler les gens, de leur faire expliquer comment ils perçoivent la situation, où est-ce qu'ils voient les risques, où est-ce qu'ils voient les défis, les challenges, les opportunités, par quel bout ils le prendraient, qu'est-ce qu'ils feraient avec ça, quel serait leur premier réflexe, à qui ils s'adresseraient, etc. Le premier prérequis, c'est de sortir, c'est d'accepter cette idée que toutes les perceptions sont acceptables, sont valables. Il n'y a pas une culture qui vaut une plus que l'autre. C'est une grande difficulté, ça d'ailleurs, quand les gens arrivent dans un pays d'une culture très différente, où c'est vraiment, ça va à l'encontre des valeurs qu'on a apprises dans notre culture, de se dire, mais ça marche quand même. Mais comment ils font, eux, pour vivre depuis des milliers d'années et pour se structurer en société depuis des milliers d'années, alors qu'ils sont assis sur des valeurs, ils s'appuient sur des valeurs qui sont à l'inverse de ce que moi j'ai défendu, de ce qu'on m'a inculqué depuis ma naissance. Est-ce que ça veut dire que tout ce que j'ai fait moi, de tout ce que j'ai appris moi, c'est faux ? Vous voyez, il y a toujours un moment où on se dit, mais en fait, ça remet en cause complètement ce que moi j'ai appris. Vous voyez, il y a toujours un moment où c'est difficile parce qu'on fait beaucoup d'ethnocentrisme aussi. On essaye de tout voir par le biais de notre culture, de nos valeurs. On essaye d'interpréter les situations uniquement par le biais de nos valeurs et de notre culture. Et du coup, on a beaucoup de mal à sortir vers les autres. C'est là où l'écoute
l'ouverture, mettre de côté ses préjugés est très important parce que sinon, on ne fait que en sans arrêt comparer, peser, juger, évaluer en fonction de notre propre culture. Dans la communication, c'est quelque chose qu'on fait souvent, par exemple. Quelqu'un est en train de raconter une histoire, de parler de quelque chose, d'un problème, de la solution qu'il a trouvée. Et nous, plutôt que d'écouter vraiment, de vouloir le questionner, de l'amener au bout de sa réflexion, on est déjà en train de formuler la réponse. On est déjà en train d'avoir une solution. On est déjà en train de se dire, mais non, moi je sais ce que je vois, je sais ce que je ferai, je sais ce qu'il faut faire. D'accord ? Ça, c'est humain, hein ? Notre cerveau, il fonctionne comme ça. On est déjà en train de chercher des solutions en fonction de notre culture. Et donc, on a tendance parfois à se dire, je ne vois toutes les solutions, où que je sois dans le monde, dans quelques pays que j'interagisse, etc., avec n'importe qui, j'évalue, je juge les situations en fonction de ma culture. Et ça, c'est de l'ethnocentrisme. Après, il peut y avoir du déni aussi. J'en parlais dans les entreprises. Ça peut être de dire, bon, nous, on a une culture d'entreprise, donc en fait, mexicain, espagnol, chinois ou russe, c'est pareil. En fait, ça n'apparaît pas. Mais en fait, au fond, quand on creuse un petit peu, il y a beaucoup de frustration. Il y a des petites frustrations au quotidien. Il y a eu des études qui ont été faites pour lier les performances des équipes dans le temps, des équipes multiculturelles et des équipes monoculturelles. Et on s'est rendu compte, donc les monoculturelles, vous voyez, elles sont là. Donc c'est la majorité des équipes dans les grandes entreprises. Finalement, c'est quand même des équipes monoculturelles. Elles sont moyennement performantes. Celles qui sont le moins performantes, c'est les équipes multiculturelles dans lesquelles on ignore ou on supprime les différences culturelles. C'est-à-dire, on se dit, il y a une culture d'entreprise, le reste, on ne veut pas le savoir. D'accord ? Tu te fonds, tu as les mêmes process, tu as les mêmes bureaux, tu as les mêmes couleurs, tu as les mêmes sujets, tu as les mêmes dossiers. Donc, on ne s'occupe pas de la différence culturelle. Celles-là sont moins performantes que les équipes monoculturelles. Parce qu'il y a des incompréhensions, parce qu'il y a des choses qui vont moins vite, parce qu'il y a des façons de communiquer qui sont différentes, des façons de s'organiser qui sont différentes, et que si on n'en parle pas de ces différences-là, on est moins efficace. Et celles qui sont beaucoup plus efficaces, par contre, que les équipes monoculturelles, sont celles qui prennent conscience, qui acceptent qu'on ait des différences culturelles et qui acceptent de les mettre sur la table, qui acceptent de les partager, mais du coup qui acceptent d'utiliser finalement, de reconnaître et d'utiliser ces différences multiculturelles pour le bien-être de chacun des individus, c'est-à-dire que chacun des individus peut trouver sa place en tant qu'individu entier avec son identité. Il peut trouver sa place, il est reconnu, il est vu, il est accepté, il peut grandir à partir de là. Et puis pour l'équipe, ça fait un champ évidemment, ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous demandez autour de la table chacun quelle est sa vision de la situation, ça vous fait un champ de possibles énorme. Vous avez beaucoup plus de matière. Donc, ce qui est important, moi, souvent, ce que j'utilise, c'est le feu rouge et le rond-point. L'ethnocentrisme et les process et les cultures d'entreprise et se dire, on n'en parle pas trop, etc., c'est le feu rouge. Il y a une règle, tout le monde respecte la règle. D'accord ? On ne se pose pas la question. On s'arrête au feu rouge quand il est rouge. Quand il passe au vert, on redémarre. On ne s'occupe pas du voisin. Le voisin, il fait la même chose, il respecte la règle commune. Le rond-point, c'est plus subtil. Le rond-point, on arrive au rond-point, on est obligé de regarder à droite, à gauche, la vitesse à laquelle va la voiture devant, est-ce qu'elle s'arrête, est-ce qu'elle accélère, est-ce qu'elle passe pas, la voiture à droite, est-ce qu'elle va arriver vite ou pas, quelle direction elle prend, elle a mis son clignotant, non, elle n'a pas mis son clignotant, mais je sens qu'elle va tourner quand même. Enfin, on est obligé de se regarder et on est obligé d'adapter son comportement à ce qu'on voit de ce que font les autres. Et l'interculturel, pour dépasser il y a une culture, il y a une règle, il y a une loi, on respecte la loi et puis on ne va pas plus loin. L'interculturel, ce qui est intéressant, c'est d'aller au rond-point, de mettre des ronds-points partout plutôt que des feux rouges. Et de se dire, OK, je regarde, je vois comment réagissent les gens, comment ils fonctionnent. Irine Meyer donnait un exemple étonnant. Elle a fait une conférence au Japon. Donc, elle fait sa conférence puis devant le groupe, puis elle dit est-ce que quelqu'un a des questions ? Personne ne lève la main, personne ne pose de questions. Bon, elle boucle son truc, elle dit écoutez, merci, au revoir, bonne journée, etc. Puis la personne qui l'accompagnait lui dit écoutez, Irine, je pense qu'il y a quelques questions. OK ? Donc, il revient, et elle revient, et puis il dit je crois, madame, que vous aviez une question. Je crois, monsieur, que vous aviez une question. Je crois que vous aviez une question. Et donc, Irine, à la fin de la conférence, lui dit mais comment vous saviez que ces personnes avaient des questions puisqu'elles n'ont pas levé la main.
Il dit, ces personnes regardaient avec plus d'intensité. Et donc, je savais, c'était le signe. Ces personnes regardaient avec plus d'intensité, sans lever la main, sans sourire, sans ouvrir la bouche, sans bouger la tête. Et dans leur culture, c'était évident. Mais il fallait d'abord le savoir et ensuite regarder. Je vous passe le choc culturel parce que je pense que je vous en ai parlé aussi les uns et les autres, mais que ce soit dans la vie personnelle ou que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la constitution d'une équipe, il y a toujours ces moments-là. On a toujours cette étape de déni qui dit ça va être super, on va être tous ensemble, on est des cultures différentes et il va rien se passer, ça va rien changer, on va très bien travailler ensemble. Et puis à un moment donné, il y a quand même des difficultés, il y a quand même des écarts et ça nous agace. Et ça nous embête et ça nous met en colère et on se dit c'est pas possible. Et puis finalement on se rend compte que c'est pas forcément volontaire, mais qu'effectivement il y a des différences de compréhension, qu'effectivement il y a des différences de management, de gestion des dossiers, des emails, de rappeler les clients, etc. Et que ça se fait pas de la même façon. Et là on a peur, on se dit on va pas y arriver, ça va pas marcher, la mission on va pas pouvoir la faire. Puis à un moment donné, il y a un moment d'abattement, de fatigue, alors de tristesse qui peut être dans la vie des expatriés ou plutôt pas de burn-out, mais vraiment d'un peu de fatigue au bout d'un moment, de se dire là, il va falloir renoncer à plein de choses, il va falloir se remonter les manches, il va falloir le faire, il va falloir rentrer dans le dur et discuter avec ce Mexicain qui ne veut pas faire le boulot ou qui ne le fait pas correctement, etc. Il va falloir avoir des conversations courageuses pour pouvoir dépasser ces difficultés-là. Et puis ensuite, on se dit, en fait, c'était pas si compliqué que ça. Quand on a fait la conversation, on se dit, finalement, c'était pas grand-chose. Et là, c'est cool, on va pouvoir s'amuser, on va pouvoir développer, on va pouvoir y arriver. Donc, on passe aussi en équipe toutes ces étapes du choc culturel. Donc d'abord, la première étape, c'est de s'intéresser aux cultures. Et ça, je ne vous le ferai pas ici, ce n'est pas l'objectif, parce qu'il y a plein d'outils, il y a plein de théories que vous pouvez trouver en ligne. Il y a Geert Hofstede qui a beaucoup travaillé là-dessus, il y a Erin Meyer, moi, avec qui je travaille beaucoup, il y a Philippe Rosinski en France qui a aussi travaillé sur des échelles comme ça de différence. Ils ont tous à peu près 7-8 échelles. Hein. On est tous à peu près sur les mêmes approches de différences culturelles. C'est la gestion du temps, c'est le rapport à la hiérarchie, c'est la création de la confiance, c'est la communication. Voilà. Donc, ils ont tous à peu près les mêmes choses. Il y a quelques différences, quelques subtilités. Si vous voulez aller voir, je vous conseille Geert Hofstede, qui est un Néerlandais qui a des outils gratuits en ligne. Donc, ça peut être intéressant. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir là où ça coince, là où il peut y avoir, parce que c'est des longues études quand même qui ont été faites, ça fait 50, 60, 70 ans qu'on fait ces études-là, et il y a quand même des vraies lignes, des vrais critères culturels qu'on peut différencier. Ça ne veut pas dire que tous les individus d'une culture fonctionnent comme ça veut dire qu'on est dans une moyenne. Et qu'un Espagnol, par exemple, va comprendre et se reconnaître, même si lui, individuellement, il n'agit pas tout à fait comme ça dans certains domaines, sur certains critères, il va comprendre ça. Il va pouvoir interagir dans cette culture-là. Parce que c'est la moyenne de sa culture nationale et que du coup, il est à l'aise là-dedans, il peut naviguer là-dedans. Donc, c'est intéressant de voir comment les cultures se positionnent. Chez Erin Meyer, vous pouvez voir par exemple les différences culturelles entre, par exemple, j'évite les confrontations et je suis très à l'aise dans la confrontation. Quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Et puis, j'exprime mes émotions, je n'exprime pas mes émotions. D'accord ? Quand on passe du Brésil aux Pays-Bas, Brésil, on est très emotionally expressive. Je suis pas content, je suis joyeux, je suis heureux, je fais la fête, ça va pas, je suis down, je pleure. Enfin, on voit ça. Par contre, sur la confrontation, on est un peu entre les deux. D'accord ? On y va mollo. On n'est pas méchant, on n'est pas gentil, on dit les choses, mais pas brutalement. Non, mais tu as raison. J'aurais dit même. C'est marrant, je les aurais mis même beaucoup plus à droite. Hein. Ils ne sont pas beaucoup dans la confrontation. Hein. Ouais, ils sont dans le cadran à droite, mais ouais. un peu au milieu quand même. Ouais. Les Français, par contre, tu vois, alors tu peut-être que tu le fais par comparaison aux Français. Ouais. Qui eux sont au même niveau d'expression émotionnelle, mais par contre hyper confrontant. Ton dossier, il était nul. Ta présentation, elle est à chier, je suis désolée. Tu vois, enfin, il y a excusez-moi du terme, mais il peut y avoir des fois des retours qui disent, mais comment il me parle ? Les Néerlandais vont parler très brutalement. Ton dossier, il est vraiment pas bon. J'ai entendu, moi, des Néerlandais se parler comme ça entre eux. Hein. Par contre, il n'y a pas d'émotion. C'est-à-dire que là, on va pas marquer
qu'on est en colère, qu'on est triste, qu'on est fâché. Il ne faut surtout pas marquer d'émotion. On le prend, et pour eux, c'est naturel. Hein. L'émotion est très étrange pour eux. Hein. Voir quelqu'un se mettre en colère, se mettre à pleurer dans le milieu professionnel, c'est pas possible pour eux. Donc ça, c'est intéressant voilà, d'aller chercher. Vous voyez, ces critères culturels, en fait, ils vous permettent d'aller chercher des façons de fonctionner auxquelles vous devez vous adapter. J'ai repris justement là Canada, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Brésil. Vous voyez qu'il peut y avoir là, des endroits où on est très proche. Par exemple, là, sur le direct negative feedback, on va être comme les Néerlandais. Les Français sont plutôt ici. Hein, donc, on peut dire quand ça va pas. Et les Brésiliens, effectivement, qui sont les plus à droite. Les Canadiens et les Anglais sont un peu entre les deux là. Sur la communication, vous voyez, les Français sont très high context, par exemple. High context en communication, c'est on dit des mots, on dit des phrases, etc. Mais il y a un deuxième sens sous-entendu que tout le monde doit comprendre. À la sortie d'une réunion en France, on ne sait pas trop, on n'a pas posé clairement les lignes de ce qui avait été décidé, mais a priori, tout le monde a compris. Il y a du demi-mot. D'accord ? Donc, il y a des sociétés qui sont très high context dans la communication, c'est-à-dire qu'il y a tout un second sens qui est interprété par tout le monde et qui est compris par tout le monde. Et puis, il y a à l'opposé tout ce qui est… Alors, les Américains sont très low context, les Canadiens, les Néerlandais. C'est-à-dire qu'on va dire les choses. Je veux le papier imprimé vendredi à 17h sur mon bureau. C'est pas je dis à la secrétaire vous me ferez ça pour la fin de la semaine. D'accord ? Parce que vous me ferez ça pour la fin de la semaine, ça ne veut rien dire. C'est vous me sortirez le dossier imprimé sur mon bureau vendredi à 14h. Il faut… Ça fait rire, Isabelle, parce que quand j'étais au Brésil, on a fait des formations sur compromisso. C'est commitment, c'est s'engager. Ouais. Et du coup, les formations, c'était vraiment on s'engage avec quelqu'un sur quelque chose de précis, à un jour, à un horaire, et on l'écrit. Et en fait, c'est parce que, oui, tout le monde était beaucoup trop à droite, donc ça marchait pas. Et ils voulaient nous faire shifter de l'autre côté pour que ce soit et plus… vous étiez dans un contexte multiculturel aussi ? Non, c'était moi, le français, c'était que des Brésiliens. Ok. Mais entre eux, ça marchait pas. Parce que quand tu dis que tout le monde comprend, je pense que des fois, ils comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre et c'est pas toujours ce que l'autre voulait dire, tu vois. Ouais. Ah, c'est ça les écueils du high context. Hein, c'est que, bon, comme on n'a rien dit, alors ça arrange tout le monde aussi. Hein, et des fois, vous avez des sociétés qui sont high context, totalement à droite, mais qui sont par exemple France et Japon. Alors, on pourrait se dire les sociétés high context, elles s'entendent bien entre elles, elles peuvent communiquer, elles sont mais c'est pas le même contexte sous-jacent. Donc, en fait, alors là, on comprend plus rien du tout à l'opposé. Les cultures anglo-saxonnes sont très low context. La culture américaine, qui est souvent, par exemple, dans les entreprises, l'anglais est souvent un anglais américain, et la culture anglo-saxonne est souvent une culture américaine. Et les Américains sont très low context parce qu'ils se sont constitués avec des migrants de tous les pays qui ne parlaient pas la langue et qui ont parlé des langues très différentes, qui avaient des cultures très différentes et qui donc ne se comprenaient pas entre eux. Ils ont été obligés de revenir à un langage qui est très low context. Il faut qu'un enfant de 7 ans puisse comprendre ce qu'on lui dit. Voilà, donc vous avez des différences culturelles et c'est intéressant d'être sur ces différences-là, ces leviers-là qui dépendent effectivement de chaque culture. Et il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Donc ça, c'est intéressant de le savoir, d'en prendre conscience. Ce qui est intéressant aussi, au-delà, parce que c'est très difficile de se dire, moi, je vais m'adapter à la culture de l'autre. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire comment moi je fonctionne. Qu'est-ce que je veux garder aussi, moi, de ma culture ? Est-ce que j'ai envie de garder mon direct negative feedback ou de m'adoucir un petit peu ? Qu'est-ce qui compte pour moi ? Que sur les modes de décision, sur la confiance, est-ce que j'ai confiance en la personne ou est-ce que j'ai confiance dans les tâches qu'elle a effectuées ? Comment j'exprime mon désaccord ? Qu'est-ce qui correspond, moi ? À ce qui est important pour moi, à mes valeurs, à ce qui fait mon identité, que j'ai envie de garder. Et qu'est-ce que je peux assouplir un peu ? On se rend compte quand on est dans l'interculturel, à un moment donné, que y a des choses qu'on a appris, qu'on nous a inculquées, mais finalement, on serait bien content d'aller un peu plus vers la culture de l'autre parce que ça nous correspond mieux, parce que ça a du sens, parce que ça nous facilite la vie, parce qu'on trouve ça bien, finalement, cette façon de faire, cette façon de voir. Donc, on peut sortir un peu de sa propre culture, adopter d'autres façons de faire, mais c'est important de savoir ce qu'on veut défendre, ce qu'on veut garder,
de sa propre culture. Sinon, on fait de l'assimilation. Hein. On est plus national que les nationaux dans le pays dans lequel on s'installe. Donc, c'est intéressant de savoir ce qu'on veut garder de sa culture, comment on est, ce qui est important pour nous, quels sont nos fonctionnements. Et puis, pour finir, trois critères-là et qui sont liés à 4 compétences transversales, parce qu'au-delà de ces critères culturels qui sont importants, c'est la première étape, c'est s'intéresser aux autres, s'intéresser à soi ensuite sur les mêmes critères, voir comment nous on fonctionne. Et puis après, c'est de pouvoir travailler, quelle que soit la culture, quel que soit le pays, quels que soient les gens qu'on rencontre, c'est d'avoir des compétences transversales, interculturelles. Et moi, je travaille avec le Intercultural Readiness Check, qui est un assessment, certaines d'entre vous le connaissent, qui part de 3 catégories. C'est de pouvoir se connecter aux autres. Donc, se connecter, c'est d'abord savoir lire les signaux, être à l'écoute et puis pouvoir adapter sa communication aux autres. Performer, réussir à engager les équipes, réussir à les faire se comprendre entre eux, réussir à trouver ce dénominateur commun. Réussir à trouver aussi, on peut fixer par exemple des règles dans une équipe multiculturelle, de dire il y a la règle de l'entreprise, mais quelles règles nous on veut adopter dans la communication, dans la façon d'être, dans la façon d'agir, dans le respect des horaires. C'est ce qu'on voit quand il y a toujours une Française qui est en retard d'un quart d'heure dans les réunions et que ça agace tout le monde. À un moment donné, on peut décider qu'on va faire autrement et on peut décider en équipe selon ce qui est acceptable ou pas par l'équipe qui a une identité culturelle particulière, cette équipe, en fonction des membres qui la composent, en fonction des échanges qu'ils ont entre eux et en fonction des règles qui vont se fixer eux-mêmes. Donc ça, c'est la performance. Et puis ensuite, il y a le fait d'apprécier que ça nous permette de grandir, qu'on ait l'impression d'apprendre quelque chose, de se développer, de s'améliorer, d'être meilleur, un peu meilleur à la fin de la journée ou un peu plus éclairé, je ne sais pas, en tout cas d'apprécier cette expérience-là qui est au croisement et fait aussi de la sensibilité interculturelle, cette capacité à s'intéresser aux autres, s'ouvrir, que ce soit vraiment sincère, qu'on ait cette curiosité et ce plaisir de la découverte des autres, et puis de gérer l'incertitude. Parce que par contre, l'interculturel, c'est vraiment de naviguer dans des environnements inconnus. Quand on parle, quand on intervient, quand on prend une décision, on ne sait pas comment l'autre va réagir. Finalement, on se rend bien compte qu'il est d'une culture où tout peut être interprété différemment sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on le sache, sans qu'on comprenne ce qui se passe. Et donc, il y a ce côté d'incertitude permanente, d'être un peu en danger quelque part parce qu'on ne sait pas comment l'autre va répondre. Quand on est dans sa culture, globalement, on sait ce qui va se passer, on sait ce qui est en jeu, on sait comment ça va réagir, etc. Donc, la gestion de l'incertitude, c'est aussi la 4e dimension pour profiter pleinement de cette expérience multiculturelle. Et donc, il y a 4 compétences qui sont vraiment à développer en transverse, au-delà de ces critères régionaux, nationaux, géographiques. Sensibilité interculturelle, être à l'écoute, voir les signaux, être ouvert, s'intéresser, écouter. La communication interculturelle, donc la communication interculturelle, c'est regarder, c'est basé sur la sensibilité. Je vois que le japonais ne s'approche pas, il est juste à telle distance, il se penche plus ou moins en fonction de la hiérarchie de son interlocuteur, etc. Et ben moi, je vais essayer de faire la même chose. Je vais essayer de m'adapter. Et puis, je vais essayer peut-être aussi de lui montrer, moi, ma propre culture, de montrer comment on fait chez moi. C'est ce partage. La communication, elle est là. La communication interculturelle, elle n'est pas uniquement opérationnelle ou exécutive. Elle n'est pas uniquement pour mener des dossiers. Elle est ce partage sur je te parle de ma culture et je te montre. Alors, ça peut être de la communication verbale ou non verbale. Hein. C'est aussi par nos comportements. De se dire, je te montre, je partage. Et je te montre que j'ai compris aussi que je fais un effort et que je fais un pas vers toi. Et puis, créer l'engagement, c'est vraiment d'amener les gens à travailler ensemble. C'est-à-dire que l'opérationnel, l'exécutif, il vient ici. La communication, elle ne doit pas être sur l'opérationnel et sur l'exécutif. La communication, elle est sur le partage. Je te vois, je te regarde, je m'adapte à toi et je te montre qui je suis. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ça ? De cette richesse-là, de cette différence, de cette confiance, de cet accord qui est créé entre nous, qu'est-ce qu'on en fait sur les missions ? Quel est ton regard ? Puisque je sais que tu as un regard différent, une perception différente des situations. Quel est ton regard sur la situation ? Quelle est ta solution ? Quelle est la mienne ? Et qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on choisit ?
C'est très intéressant parce que les gens qui sont très très forts en interculturel, du coup, en fonction du contexte, en fonction de la mission, en fonction du temps qu'ils ont, en fonction des stakeholders qui sont dans le projet, vont pouvoir adapter un fonctionnement très différent. Vont être plus dans la négociation, dans l'attente, plus dans quelque chose de décisionnaire tout de suite, plus dans le consensus. Ils vont pouvoir s'adapter parce qu'ils vont pouvoir utiliser tous ces leviers-là. Et puis la gestion de l'incertitude, pour soi et pour son équipe d'ailleurs, se dire on accepte que ce soit inconfortable, on accepte qu'on ne comprenne pas tout de suite, et ça n'est pas une source de stress. Au contraire, c'est une source de stress positif. On est enthousiaste avec ça, on est excité avec ça, c'est marrant d'ailleurs en interculturel, le mot excité par exemple, en français on ne peut pas dire ça. Et en américain par exemple, I'm so excited, c'est quelque chose qui se dit mais tout le temps. Les gens sont enthousiastes, mais ils sont excited. C'est intraduisible en français. C'est impossible. Pour nous, ça devient tout de suite quelque chose de très connoté. Donc voilà, il y a quelque chose sur la gestion d'incertitude qui est accepter de se laisser porter par la différence, par quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, et en même temps être enthousiaste ou excité à l'idée de découvrir autre chose. Vous voyez, tout ça se positionne finalement comme ça dans les compétences. Plus vous développez vos compétences interculturelles et dans le temps, au départ, on passe par la sensibilité interculturelle, la capacité de s'intéresser aux autres. Et là, on est vraiment dans la tête, on est dans le mental, on est dans le penser et le percevoir, d'accord ? Et la communication interculturelle va être dans l'action. Qu'est-ce qu'on fait de cette perception et qu'est-ce qu'on manifeste à l'autre ? On est à l'écoute et on adapte son style de communication, mais vraiment formellement. On le fait dans les gestes, dans la communication non verbale, dans les mails qu'on va faire, dans les mots qu'on utilise, dans le ton de la voix qu'on va utiliser. Enfin, vraiment, c'est quelque chose dans l'actif. La capacité de motivation, l'engagement des équipes, le partage des solutions, on est encore dans l'agir. Et la gestion de l'incertitude, on est plutôt dans le ressentir, dans qu'est-ce que moi je perçois, comment je me sens intérieurement, psychologiquement. Et finalement, tout ça s'équilibre assez bien, tête, cœur, corps. Vous voyez, on a la tête, le cœur ici et le corps au milieu. Donc, j'aime bien cet alignement aussi et cet ensemble-là.